marié. Marié à qui? Madame Amina Moyou Marit. Amina Moyou Marit. Père de combien d'enfants? 5 enfants. Maître, s'il vous plaît, attendez un peu. Prenez patience. C'est pour? Nous demandons à ce que le tribunal permette à ce que notre client puisse se rasseoir pour des raisons de santé en attendant que vous puissiez écouter. Donnez-lui une chaise. Merci. Mais c'est un prévenu, il est encore fort, non? C'est le docteur... Mais il n'a pas encore 40 ans. Docteur et David, prenez une chaise, mais mettez-vous devant, il ne faut pas être dans la foule. Vous êtes encore plus fort, non? Vous pouvez rester debout pendant autant de minutes sans vous fatiguer. Non, la loi a prévu qu'il reste debout. Non, ce n'est pas grave. Nous, ce que nous voulons, non, c'est la manifestation de la vérité. C'est ce que nous poursuivons. Debout, assis, c'est la vérité qui importe. Oui, docteur, vous êtes père de combien d'enfants? De 5 enfants. Père de 5 enfants. Et votre profession? Je suis médecin de profession. Médecin. Ok. Médecin du gouvernement congolais? Du gouvernement congolais, évidemment. D'accord. Votre numéro de téléphone? On ne va pas demander des Je vais d'abord donner ma fonction. Je suis médecin chef de staff. Ok. Médecin chef de staff, oui. C'est important. Et le numéro de téléphone, c'est 089 837 87 48. 87 48. D'accord, merci beaucoup. Maître William, c'est vous qui avez, vous le faites comparaître. Nous aurions bien voulu l'entendre comme expert, mais vous avez précipité pour dire que vous souhaitez qu'il soit entendu comme témoin à décharge. C'est ça? Non, Monsieur le Président, nous espérons que les deux médecins ici présents ont été appelés pour apporter leur expertise au tribunal. D'autant plus que c'est une question brûlante. Leur rapport est d'une importance capitale pour nous de la défense, nous avons dit. Merci beaucoup, merci maître. Mais pour le tribunal, effectivement, monsieur le procureur, y a-t-il un inconvénient qu'il soit entendu comme expert? Monsieur le Président, distingué membre de la Commission, merci de la parole. Nous avons en face de nous deux médecins, le médecin directeur et le médecin chef de staff de l'hôpital général de référence de Kinkole. Et nous sommes tous sans ignorer que ces deux médecins n'étaient pas présents lors des événements, car ils étaient tous chez eux. Nous sommes également conscients du fait que ce sont là deux responsables du prévenu. Que le tribunal veuille les entendre à titre d'experts, nous nous réservons au moment venu de revenir sur toutes les déclarations qui sortiront de leur bouche. Parce qu'ils sont le responsable direct du prévenu. Mais à cela ne tienne, nous ne voudrions pas mettre la charrue devant le bœuf. Nous attendons voir, parce que nous avons des questions à faire poser par votre truchement, bien évidemment, à ces deux renseignants. Nous estimons que s'ils doivent comparaître ici, ils comparaîtront à titre de renseignement. Ils ne sont pas experts, surtout qu'ils ont déjà un lien de subordination, une hiérarchisation entre eux et les prévenus. Ça, c'est le 1. De 2, ils ne peuvent même pas être traités de témoins à décharge ou à charge parce que d'abord, ils n'ont pas vécu les faits. Nous attendons par contre, avec toute patience, voir quelles seront les questions que la partie prévenue par le truchement de ces éminents conseils, pour qui nous avons beaucoup de respect, va faire poser, et nous allons les rencontrer. Nous avons dit. Merci, monsieur le procureur. Le tribunal se concerte. Oui, monsieur le président, nous voudrions... Maître, vous n'assistez pas les deux médecins? Non. C'est le tribunal qui nous avait posé une question. Et l'intervention du ministère public a semblé énerver notre intervention. Et nous voulons replacer le mot ou les choses. Ce n'est pas à nous de rappeler qu'un expert ne doit pas nécessairement être présent au lieu de fait. Un expert, c'est quelqu'un qui connaît la matière et au regard des éléments qu'on lui apporte, il peut apporter des informations tendant à aider le tribunal. Nous avons dit. La partie civile. Monsieur le Président, nous avons encore la parole. Oui, allez-y, maître.
Si le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinkole est venu aujourd'hui à l'audience, c'est à la demande de la partie civile. Cette partie civile, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur de la République, selon son entendement, le médecin directeur est le civilement responsable du docteur David. Alors que le docteur David, c'est un agent de l'État. C'est un médecin du gouvernement congolais. Au lieu d'appeler l'État congolais à cette audience, pour lui, dans sa façon de faire les choses, a estimé que le médecin directeur, qui est le premier médecin de l'hôpital, est l'utilisateur du médecin mis en cause. C'est pourquoi nous disons ceci. Ce n'est pas nous. Le médecin directeur n'est pas venu ici à l'appel de la partie prévenue. Non, le prévenu est venu répondre aux faits tels que le ministère public lui reproche. Maintenant, la partie civile estimant que par le fait qu'il est médecin à l'hôpital général de référence de Kinkole, son employeur n'est pas le médecin directeur, parce que le médecin directeur lui aussi est un agent de l'État. Donc il devait appeler l'État congolais qui devait se présenter ici par ses conseils comme civilement responsable. Mais quant au docteur Tessi, qui est le médecin chef de staff, c'est-à-dire le staff, c'est un service de l'hôpital qui gère les médecins. Peut-être votre tribunal, vous pouvez avoir des questions à lui poser. C'est pourquoi nous l'avons cité. Donc, les médecins sont gérés par un médecin qu'on appelle médecin chef de staff. Voilà un peu la présence de médecins directeurs. Nous avons compris. Alors, de l'autre côté, s'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, nous risquons de redonner ici. Ça suffit. À moins qu'il y ait des éléments nouveaux, maître, vous interviendrez. S'il n'y a pas d'éléments nouveaux, je vais intervenir. Maître, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes... Mais qui est ici, devant ici? S'il vous plaît, du côté de la partie civile, vous voulez intervenir sur quoi? Allez, vous voulez prendre la parole sur quel point? Allez-y, sur quel point? Dites-nous sur quel point. Nous avions fait appel à ce médecin directeur. Il y a certaines questions qui, par le trichement du tribunal, on fera poser à ce médecin directeur pour le faire confronter au prévenu. Mais ce n'est pas que votre nom, on n'a pas fait appel à ce médecin à qualité d'expert. Non. Nous avions demandé tout simplement que ce médecin directeur, bien qu'il est responsable avec de liens de subordination avec le prévenu, qu'il soit là parce qu'il est responsable. C'est quand on lui de nous dire si l'hôpital a une personnalité juridique. Nous avions dit votre nom. Sirabandamment, Monsieur le Président, pour nous de la partie civile, nous ne comptons pas que le médecin directeur soit entendu en qualité d'expert. Il peut, à l'audience de ce jour, être entendu en qualité de renseignant. Parce qu'en qualité d'expert, il ne sera pas partial, il ne sera pas neutre pour donner une expertise en toute neutralité. Parce qu'entre lui et le prévenu, il y a un lien de subordination. Il pourrait se faire qu'il donne une expertise, soit pour décharger ou charger le prévenu. Pour nous, il n'y a pas lieu qu'il soit entendu comme expert. S'il y a lieu qu'un expert soit entendu, que le tribunal puisse recourir au service de notre médecin, nous avons dit. Enfin, nous avons dit deux interventions. Enfin. Soyez ordonnés, hein? Merci. Parce que oui, vous allez intervenir, mais quand on dit deux interventions, n'allez pas. Allez-y, maître, allez-y. Enfin, Monsieur le Président, je crois que nous avons été limpides dans notre demande. Nous avons dit, nous avons cité l'État congolais comme le civilement responsable. Également, nous citons le médecin directeur. C'est lui qui viendra nous dire que ce n'est pas lui le responsable de cet hôpital. C'est à ce moment-là que nous allons voir ce qui s'est fait. Mais quant à sa comparaison comme expert, non. Comme c'est nous qui l'avons cité, pourquoi ils veulent parler à notre nom? Nous ne l'avons pas appelé comme expert. Qu'ils ne comparaissent pas comme expert, étant donné qu'il y a des liens
de subordination. Ça, c'est clair. Donc ça, ce n'est pas ça, ce sont des notions ABC. On ne peut pas revenir sur ça. Donc, ça ne sert à pratiquement rien de gaspiller le temps pour ça. C'était sur notre demande. Nous avons voulu qu'il comparaisse devant vous. Nous allons lui poser des questions et les questions vont éclairer la lanterne de votre tribunal. Pas comme expert nous avons dit. Merci. Bien, le tribunal vous accueille. Bon, voilà, maître. S'il vous plaît, maître. Allez-y. Pour la partie civile, Maître Mimbou Mabouya Cécile, avocat au barreau du Kwilu. Maître Mimbou Mabouya Cécile, avocate au barreau du Kwilu. Conjointement avec Maître Mondonga et Namondonga Serge, deux générations pour les mêmes intérêts. Bon, voilà, maître. Je crois qu'il ne faut pas mettre la chérie devant le docteur, les deux médecins ici présents comme experts. Est-ce que lorsqu'il s'agit des experts, on a besoin de connaître les liens de subordination, de parenté, d'alliance qu'il a avec les prévenus ou la victime? Oui. Écoutez, s'il vous plaît, le tribunal vous donne sa position. Ce n'est pas un témoin. Quand il s'agit de témoins ou de renseignants, on pose la question. Vous avez des liens de parenté, des liens de subordination, des liens d'alliance. À ce moment-là, le tribunal apprécie, compte tenu des liens de parenté, des liens d'alliance, des subordinations qu'il a avec le prévenu ou avec l'une des parties, il sera entendu comme renseignant. Mais ici, il s'agit des experts. Est-ce qu'ils ne sont pas médecins? S'il vous plaît, ne discutez pas avec le tribunal. Je vous donne la position du tribunal. Vous aurez l'occasion de discuter. Il faut toujours, nous apprenons chaque jour. Vous comprenez? On dit les témoins, des reproches, c'est aux témoins, des reproches, c'est aux experts. Vous avez déjà lu une partie de l'ouvrage, ou bien des Rubens qui parlent des reproches des experts. Il va nous donner sa position, vous allez en discuter. Et puis ici, les témoins, qui vous a dit que ce qu'il va dire ici comme expert va s'imposer au tribunal? Maître, attendez. C'est pour faire acter votre comparution? Non, attendez d'abord, le tribunal parle. Vous êtes venu en retard, il faut attendre. Il ne faut pas couper parce que si à tout moment nous devons interrompre pour permettre à un conseil de faire acter la comparution, ça ne va pas aller. Donc, nous l'entendons à titre d'expert. Et ce qu'il dira ici sera soumis à votre appréciation. Vous allez en discuter. Il n'y a pas parole d'évangile. Vous pouvez contester ces dépositions, les témoins de la partie, et ils seront entendus sous foi de serment. C'est-à-dire, s'ils viennent nous mentir ici, le ministère public pourra les arrêter pour faux témoignage. Vous comprenez ça? Et d'ailleurs, ce n'est pas la partie civile qui a sollicité la comparution, c'est le tribunal qui a demandé au maître. De quoi qu'il a sommé à comparaître à l'audience de séjour. Bien, docteur, vous pouvez passer devant nous, mais s'il y a des questions à proposer, c'est un expert. Au-delà de tout, c'est un expert. Le problème, on vous donnera la parole. Oui, maître. Maître, la comparution. Oui. C'est Maître Yassini Selemani. Je comparais pour le compte de la partie civile. Maître Yassini Selemani, avocat au barreau de Kinshasa, Matik. Vous comparaissez pour le compte de quelle partie civile? Toutes les parties civiles. Ok, les deux parties. Oui, maître. C'est Maître Anatole Kanoumani Walumbala. Je comprends pour le compte de la partie prévenue. D'accord. C'est le barreau des Équateurs. Ok, Maître Anatole Kalumbani Walumbala. Oui. Ok. Bien. Docteur, je crois que vous étiez avec nous à l'audience passée. J'étais là. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle dit la déontologie médicale lorsqu'un médecin rencontre la résistance de la victime ou de la patiente, lorsqu'un patient refuse de collaborer? Quel doit être le comportement du médecin? Ça, c'est la question. L'une des questions du tribunal. Sans doute, le ministère public pourra également vous adresser des questions. Il en est de même des conseils de la partie civile, comme celle du conseil de la partie prévenue. Quel doit être le comportement du médecin traitant en cas de résistance de la victime ou de la patiente? En tant que médecin, vous êtes devant un patient qui est non collaborant. Ce qui est recommandé, c'est d'obtenir le consentement de votre patient devant une urgence, comme ce qui est le cas de notre médecin. Une accouchée
non collaborantes qui refusent les soins post-partum, ce qui est recommandé, c'est de rassurer votre patiente, chercher à la convaincre par des méthodes que vous trouvez qui sont bonnes. En cas, si malgré tout, ou en cas de refus persistant de collaboration, je crois que la déontologie médicale, s'il vous plaît, maître, reculez un tout petit peu. Les médecins, reculez un tout petit peu. Les conseils, reculez un tout petit peu. Merci. Vraiment, essayez de laisser les experts répondre en toute indépendance, sans interférence, en toute impartialité. Il refuse d'offrir sa collaboration. Vous pouvez lui administrer quelques gifles ou quelques... Oui, docteur, nous voudrions savoir si les coups de poing, parce que vous avez parlé de méthodes, si les coups de poing figurent parmi les méthodes à utiliser pour obtenir cette collaboration. Je peux laisser... Oui, docteur. Votre confrère vous serez entendu. Hein? Laissez docteur Aloba Yemoko. Hein? Vous aurez le temps de répondre. Oui, docteur. Est-ce le coup de poing, les gifles et d'autres méthodes figurent parmi les méthodes à utiliser en cas de refus de collaboration? Non. Oui, docteur? Non. Hey. Nous ne sommes pas au stade ici. Même si vous applaudissez, ça n'emporte la décision, c'est le tribunal. Oui. Non, docteur, s'il vous plaît, nous sommes en train d'entendre le médecin. Vous avez dit non. Vous ne pensez pas que lorsque la patiente présente une résistance, que le médecin traitant peut lui administrer un petit coup, 2 coups, 3 coups, et ça permet quand même de résoudre, d'obtenir sa collaboration? Je dis non. D'accord, bien noté. Docteur, médecin chef de staff, à cette question, comment vous répondez? C'est-à-dire, lorsque vous êtes devant une urgence, s'il vous plaît, sous foi de serment, vous êtes assermenté. Effectivement. Vous avez l'obligation de me dire que là... La vérité, effectivement. C'est-à-dire, les cas échéants, on met en face d'une accouchée qui saigne, qui fait une hémorragie des post-partum. Cet accouché n'a que 2 heures de survie. Et vous allez comprendre, Monsieur le Président, que cet accouché a mené la vie dure à l'équipe depuis le travail d'accouchement, à l'accouchement et après l'accouchement. Alors, devant les cas pareils, si l'équipe n'est pas à mesure d'obtenir les consentements éclairés du malade, encore faudrait-il que le malade soit stable. Ici, on vous dit une hémorragie de post-partum immédiate. C'est une urgence obstétricale. C'est une urgence obstétricale. C'est parmi les grandes causes de décès maternels. C'est la 3e cause. Donc l'hémorragie en soi, c'est la première cause, à une affaire de 57% des décès maternels. Et pour le cas de notre accouché, avec des déchirures de parties molles, l'idéal pour lui sauver la vie est d'aller fermer les robinets. Parce que vous pouvez mettre du liquide, donner du sang, ça va continuer à couler et le malade va mourir. Alors pour les cas échéants, on cherche les consentements éclairés du malade. Le malade n'adhère pas. On fait associer les personnes influentes de son entourage. Et il n'adhère pas, on transfère. Et ici, vous devrez savoir que nous vous avons dit, cette malade n'avait que 2 heures. Alors il faudrait essayer de voir, les coups ne sont pas permis, mais je pense que notre médecin a essayé de faire ce qu'il a pu faire
pour essayer de sauver la vie de ces malades, surtout qu'ils étaient dans une situation de nécessité. Parce que, actuellement, pour référer une accouchée ou bien une femme enceinte, vous devrez obtenir l'autorisation des ambulanciers du Fonds de promotion de la santé qui sont stationnés à l'hôpital. Ces ambulanciers-là, lorsque vous leur présentez une note de transfert, ils commencent par capturer la note de transfert, ils envoient à leur hiérarchie, et la hiérarchie cherche l'hôpital qui a une disponibilité pour recevoir ces malades. Ce n'est qu'après ils vont revenir vers vous et puis prendre les malades. Donc tout ça, ce sont des formalités administratives longues qui pourront concourir à ce que les malades puissent perdre sa vie. Mais aussi, nous devons savoir, en notion de maternité, nous parlons des soins de maternité respectueux. Ces soins de maternité respectueux qui incluent les soins humanisés partent de la conception. Pour que l'accouchement soit un acte heureux, un événement heureux, tout le monde qui est aux côtés de la gestante doit aider la gestante à accepter d'abord sa grossesse pour que demain, quand elle va accoucher, elle ne puisse pas poser problème, qu'elle puisse collaborer. Mais ici, vous allez constater avec nous, selon les informations reçues, la gestante a été abandonnée par les propriétaires de la grossesse, l'auteur de la grossesse. Sûrement, vous avez vu, elle a été accompagnée de sa grand-mère. Sûrement, elle a vécu des chocs. L'accouchée, ou soit la gestante, ne puisse pas adhérer à tout ce que l'équipe peut lui présenter. Il vous souviendra, ces malades ou cette gestante nous a été référée d'un centre de santé de Sœur de Biboua. Et selon les informations reçues par le BAT, selon les informations reçues, là-bas, elle était catégorique. Elle refusait tout ce qu'on lui a demandé, voire même, elle refusait qu'on puisse l'évaluer. Et on nous l'a référé pour une césarienne. Et c'est la dextérité de nos médecins qui a fait que, effectivement, au lieu de réaliser la césarienne, qui pourrait peut-être écourter, je peux dire, sa parité, ils ont estimé que la femme pouvait accoucher par la voie basse tout en essayant de l'accompagner. Et l'accompagnement a commencé dès 17h25 qu'ils l'ont réussi jusqu'à ce qu'on avait suturé. Merci. Oui, monsieur le procureur. Le procureur a une question. Pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, la première préoccupation que nous avons est celle de savoir et qu'il n'y avait pas d'autres moyens à part les coûts qui pouvaient résoudre ces problèmes. Deuxième préoccupation, monsieur le Président. Pourquoi l'accouchée a refusé de collaborer? Est-ce que les experts, surtout le responsable de staff, peuvent nous expliquer clairement qu'est-ce qui a motivé le refus de l'accouchée de collaborer avec son médecin traitant? Merci, monsieur le procureur. Oui, docteur, vous avez la parole. Hein? Oui. Concernant les refus, je pense que j'ai parlé de l'accompagnement que devait bénéficier cette gestante, de la conception jusqu'à l'accouchement. Parce que l'accouchement, la grossesse se porte pendant 9 mois. Nous sommes sans ignorer que la plupart de ces jeunes filles qui tombent enceintes sont tributaires de maltraitance au niveau de leur famille. Vous voyez? Et moi, je pense que c'est une grossesse qu'elle n'avait pas acceptée. Et puisqu'elle n'avait pas accepté cette grossesse, elle a voulu à tout prix que cette grossesse n'arrive pas au bout. Parce que, selon les informations reçues de l'équipe qui avait dirigé l'accouchement, au moment de l'explosion ou de la descente du fœtus dans les tractus génitales, la gestante fermait ses jambes complètement. Elle fermait ça complètement. Elle ne voulait pas
qu'on puisse faire quelque chose. Mais Dieu aidant, on l'a accompagné, elle a réussi à accoucher. Et concernant les méthodes, là aussi j'ai bien évoqué. C'est-à-dire, à défaut d'obtenir le consentement, on fait le transfert. Mais ici, le transfert était risqué. Le transfert était risqué parce que la femme n'avait que 2 heures de survie. Tenant compte de tout ce que je vous ai donné comme explication, je pense que l'équipe s'était jugée être dans une situation d'état de nécessité. C'est comme ça qu'ils ont essayé de déposer ces actes. Mais déjà, au nom de l'hôpital, je sais que l'audience est publique. Nous profitons de cette occasion pour demander d'abord pardon à toutes les mamans de la République, en partant de la première dame, qui ont été choquées par cette vidéo. Donc voilà un peu ce que je vais dire. Nous regrettons les faits, mais il est vrai que les résultats étaient là et que notre confrère a quand même pu faire quelque chose. Oui, docteur. Vous avez donné votre version des faits, mais la question vous était clairement posée. Est-ce que les coups sont autorisés lorsqu'il y a défaut de collaboration? J'ai dit non. J'avais dit non et je vous ai signalé que probablement, tenant compte de l'état de la femme qui n'avait que 2 heures de survie, tenant compte de la procédure administrative longue pour le référencement de ces cas, les médecins s'étaient trouvés dans une situation de nécessité. Merci. Voilà. Est-ce que c'était les seuls moyens? On pouvait recourir à l'anesthésie. C'est-à-dire, une femme qui ne collabore pas, on peut donner une anesthésie générale pour l'endormir et puis travailler en paix. Mais ici, il vous souviendra, l'anesthésie générale a aussi des complications. C'est-à-dire, une femme qui est d'abord mentalement, je peux dire, instable, donc, ce n'est pas une insulte, mais qui psychologiquement n'est pas vraiment en place et qui s'est agitée, souvent les anesthésistes savent l'anesthésie est efficace si le malade, d'abord lui-même, est collaborant. Parce que c'est d'abord là-bas, au cerveau. Merci. Et puis, merci, je vais terminer. Pour l'anesthésie générale, si la patiente, on ne savait pas si la malade avait mangé ou pas. Si le malade a un estomac plein, on peut assister à un syndrome de Mendelssohn, c'est-à-dire le malade, en se voyant relâcher les muscles du cou, ainsi que les sphincters glossopharyngés, peut faire un vomissement pendant les actes et les vomis pourront passer au niveau des poumons et tuer le malade à l'instant. Voilà. C'est pour cela peut-être qu'ils n'ont pas recouru à l'anesthésie générale. Voilà, vous avez dit tantôt, reprenez le micro. Vous avez dit que les cours ne sont pas autorisés en principe. Alors, est-ce qu'à votre niveau, c'est au niveau de l'hôpital, aviez-vous sanctionné les médecins qui ont opéré de telle manière? Oui, on a sanctionné toute l'équipe des gardes. Pourquoi cette équipe avait-elle été sanctionnée? Aussitôt, entrer en contact avec les vidéos, parce que l'équipe de garde n'avait pas signalé l'incident. Et lorsque les vidéos ont circulé dans les réseaux sociaux, c'est alors que nous avons vu. Et le lendemain matin, j'ai vite convoqué la réunion des bons staff. On a pris des décisions pour sanctionner l'équipe de garde, ceux qui ont travaillé cette nuit-là. Quelles sont les sanctions prises? C'est juste une suspension préventive. Donc, et nous avons transmis les dossiers à la division provinciale de la santé,
et à l'expression professionnelle de la santé. Merci. Je crois, dernière intervention du ministère public. Avant de passer la parole d'abord au conseil prévenu pour réagir. Et puis, vous réagissez si c'est nécessaire. Si vous êtes d'accord avec le médecin, ce n'est pas la peine de réagir. Monsieur le procureur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Nous aurons deux questions pour le médecin chef de staff. Mais avant cela, qu'il nous soit permis de relever plusieurs contradictions dans ces dépositions, lorsque tantôt, il confirme qu'il est interdit, quoi qu'il en soit, de porter des coups à une accouchée pendant ces moments-là, mais que ces mêmes médecins chefs de staff vous disent également, quelque part dans ces propos, que les confrères auraient agi par nécessité. Nous allons y revenir au moment venu, car depuis un certain moment, l'on est en train de mettre en évidence cette théorie de nécessité, oubliant que nous sommes en face d'une part, une fillette, même pas une femme, qui vient pour la première fois accoucher, qui est surprise de cette douleur ô combien intense que subissent ces mamans. L'on voudrait tenter de la victimiser comme pour justifier qu'il y aurait une mauvaise prise en charge en amont qui pourrait conduire. Ce sont des comportements que nous allons y revenir au moment venu. Mais notre question, pour rester dans l'instruction du dossier, est que le médecin chef de staff nous dise, n'y avait-il pas un autre procédé pour tenter de maîtriser la fillette, nous précisons. Parce que même au sein du PP, là où on garde des malades mentaux, je n'ai jamais entendu là où on aurait administré des coups à un fou. Jamais. Il y a plusieurs procédés tels que l'immobilisation. Vous pouvez utiliser la main d'œuvre humaine pour immobiliser quelqu'un. Vous pouvez utiliser même des chaînes, comme dans certains centres de santé mentale. Et lui-même, le médecin chef de staff, a précisé que dans ce genre de situation, l'on peut également administrer une anesthésie locale. Mais pourquoi doit-il encore estimer que son confrère aurait agi en cas de nécessité? Quelle est notre question? S'il estime qu'il est interdit de porter des coups à une accouchée pendant ces instants-là, comment peut-il encore estimer qu'une femme qui n'a que 2 heures pour survivre, qui a perdu pratiquement tout son sang, qu'il soit encore possible de lui administrer un coup? Comment justifie-t-il cela? Attendez, docteur. Merci, monsieur le procureur. Je crois qu'il avait répondu à la première question, mais parce qu'elle est l'instruction orale, on lui repose encore. N'y avait-il pas d'autres procédés pour maîtriser la patiente? Pourquoi estime-t-il, pourquoi justifie-t-il l'acte du prévenu? Il a dit dans ses propos qu'il aurait agi par nécessité. Pourquoi il estime que c'est de la nécessité que de porter des coups à une personne dans ces conditions-là? Ok, docteur, allez-y. Vous pouvez répondre rapidement. Oui, monsieur le président, je pense que concernant les autres méthodes, j'ai été clair. On peut transférer les malades, tout comme on peut utiliser l'anesthésie générale. Et je vous ai donné les contraintes liées à chaque alternative qui était présente. Concernant l'état de nécessité, j'ai dit peut-être les confrères s'étaient retrouvés dans un état de nécessité concernant en voyant les tableaux cliniques de sa patiente, ainsi que la procédure administrative qui est longue. Mais curieusement, je suis en train de suivre quand même monsieur le procureur qui est en train d'affirmer que dans cette situation, on pouvait enchaîner les malades, on pouvait les brutaliser avec les mains, je ne sais pas, c'est ce que j'ai pu entendre. Oui, c'est ce que j'ai pu entendre. On pouvait enchaîner les malades, on pouvait les tenir, tout ça avec les mains. Ça, c'est aussi une violence physique, s'il vous plaît. Une patiente ou une accouchée constitue, on ne peut pas commencer à les brutaliser ou à les tenir, je ne sais comment passer. Vous ne saurez même pas si tirer.
Parce que les lésions se trouvent dans les tractus vaginales. Et là-bas, il faudrait ouvrir, voir. Si elle ne collabore pas, vous ne saurez pas effectivement poser votre acte. Donc je pense que c'est ce que j'avais dit. Merci. Merci beaucoup. Je crois que... D'accord, il y a les procureurs qui voudraient faire une observation. Monsieur le Président, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas en face d'un expert, mais nous sommes en face d'un avocat du prévenu. Nous avons. Monsieur le procureur, merci beaucoup, mais pourvu que vous ne puissiez pas décourager les experts qui sont ici. Ils risquent de se retenir et de ne pas donner leur version du fait ou de ne pas donner leur science. Il va falloir leur donner l'occasion. Vous allez tirer toutes les conséquences après. Bon, pour le moment, de ce côté, du côté du prévenu, vous choisissez de concerter vous. Il n'y a que 2 conseils qui vont intervenir par rapport à la déposition ou aux dépositions des experts. Du côté de la partie civile, 2 aussi. Vous allez intervenir. Maître. Face à une urgence, dans le cas où un médecin est en face d'une femme qui saigne. Si ces méthodologies sont là, listées, il peut nous les répéter clairement devant votre auguste tribunal. La 3e question, Monsieur le Président. Quelles sont les missions nobles d'un médecin? Et la 4e question, Monsieur le Président, en quelles circonstances l'hôpital général de référence peut faire un transfert? Et pour terminer, Vous avez dit qu'il y avait 2 questions. j'ai dit quelques questions, Monsieur le Président. Allez-y. Nous sommes de la défense, laissez-moi poser. Oui, parce que vous voyez qu'ils doivent avoir le temps de retenir ces questions. Et maintenant, la dernière question, c'est au médecin chef de staff. Après l'accouchement, avec déchirure, quelle est la durée optimale qu'on peut attendre de la patiente? On peut nous compléter. Non. Le médecin répond d'abord parce qu'il y a pratiquement 5 questions. Il répond et puis vous revenez de votre côté, les questions vont été plus ou moins épuisées et puis la parole sera accordée au conseil. Allez-y, docteur. Oui, c'est passé. Docteur, médecin chef de staff. Passez. Merci. La première question. Si les contacts physiques étaient permis. Je l'ai dit tantôt, non. Allez-y, docteur. Non, vous pouvez lui répéter directement. Contrainte physique, il a répondu non. 2e question. Les méthodes requises. S'il vous plaît, Monsieur le Président, toutes les questions sont adressées au médecin chef de staff, pas au médecin directeur. Non, c'est lui qui gère. Ils sont tous experts. Non, tout ce que nous voudrions dire, Monsieur le Président. Laissez de répondre. Après avoir répondu les médecins chefs de staff, il ne faut pas opposer les experts. Pourquoi vous voulez opposer les experts? Les méthodes. Ils répondent d'abord. Mais non. Monsieur David, attendez, vous allez réagir après. Ils répondent d'abord. Oui, allez-y. Devant une hémorragie des postpartum. Maître Mateta, vous allez intervenir après Maître Mateta.
l'attitude du médecin. Nous savons qu'on est devant une hémorragie du postpartum. C'est une urgence urgente. Et nous travaillons toujours en équipe. En équipe. Donc, ce n'est pas un travail d'une seule personne. C'est l'équipe tout entière qui est à l'œuvre, qui travaille. Alors, quant aux méthodes, le staff venait de tout relater ici, tout détailler. On a parlé de l'anesthésie ici, qui n'était pas possible compte tenu de l'état de l'accouchée. On a parlé du transfert qui n'allait pas marcher, compte tenu aussi des embouteillages, la lenteur dans le référencement des malades. Alors, c'est peut-être qu'on pouvait faire, bon, pas être extrême violence, pas être aussi extrême. Utiliser des méthodes qui ne sont pas des méthodes rassurantes qui peuvent convaincre votre patient à adhérer justement à ce que vous demandez de faire. Il y a une autre question à laquelle il n'a pas répondu. Il y a une autre question. S'il vous plaît. Quelle est la durée? Mais apparemment, on avait répondu, on a parlé de 2 heures. Il y a la patiente n'a que 2 heures. Ne revenez pas sur des questions déjà posées. On doit gagner du temps. C'est aujourd'hui la décision doit intervenir. Il ne faut pas abuser du temps. Allez-y, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Première question. Et si ce n'est pas les questions, nous allons réagir par rapport à tous ces... Aux observations, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Parce que nous avons constaté que toutes les questions posées, c'était pour déclencher une vérité, parvenir à la conclusion selon laquelle si donner un peu de coups était autorisé. Toutes les questions tournent autour de ça. En suivant, surtout, médecin directeur à la fin, il vous dit, on ne peut pas adopter l'attitude d'être loin de la violence. Non, il vous dit qu'on peut recourir, donc être juste milieu. Pas extrême dans la violence, mais être le juste milieu. Mais voilà maintenant ce que nous dit l'article 18 de l'ordonnance numéro 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale. Parce que nous avons parlé ici, ça, cet article un peu de mots. Monsieur le Président, c'est la défense. Oui, on n'est pas venu laisser notre client à l'abattoir, mais on est venu défendre les intérêts de notre client. Oui, maître, les droits de la défense est garanti par la Constitution de la République. Voilà. Maintenant, l'article 18 nous dit ceci. Les médecins qui acceptent de traiter un malade s'obligent, c'est une obligation, à assurer personnellement ou avec l'aide de personnel qualifié tous les soins médicaux à son pouvoir. C'est l'alinéa 3 qui m'intéresse. Il vous dit, avoir le souci primordial de conserver la vie humaine. Ici, on est dans la déontologie. Parce que les gens ont parlé, ont condamné la violence sans produire aucune disposition de la déontologie. L'article 33, dans les cas sous-excités, il vous dit, au cours d'un accouchement dystoxique ou prolongé, comme c'est le cas, les médecins doivent se considérer comme étant les seuls juges des intérêts respectifs de la mère et des enfants. La loi dit qu'il est l'unique juge. Alors, qui peut condamner l'acte posé par le médecin? Parce que la loi lui dit, il est l'unique juge d'observer quel est le nécessaire qu'il pouvait faire pour sauver la femme et les enfants. Voilà. Le professeur Niabirou. Le professeur Niabirou, dans son ouvrage sur la responsabilité pénale et civile des médecins en droit Zaïwa,
estime à la page 26 que le médecin est soumis aux obligations de diligence et de prudence vis-à-vis des malades. Il est soumis aux obligations de diligence et de prudence vis-à-vis des malades. L'obligation de diligence consiste à quoi? Lorsqu'un médecin... Ce sont des observations, on a parlé. Votre attention. Voilà, docteur, maître, oui, voilà. Nous venons d'entendre les experts. Gardez votre souffle, vous allez plaider. Ce n'est pas la plaidoirie si on est en train de réagir par rapport à ce qu'on a dit. Oui, ce n'est pas un problème. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est ceci. Vous réagissez brièvement par rapport aux dépositions des experts pour dire si vous êtes pour ou contre. Si vous êtes pour ou contre, c'est la raison pour laquelle... Un instant, si vous êtes contre, vous dites je ne suis pas d'accord avec lui sur ces points, parce que, et rapidement, vous avez fini. C'est la raison pour laquelle j'ai dit je ne pouvais pas parler comme quelqu'un de la RI. Il faut me référer à la loi et à la doctrine. C'est pour encadrer ce qu'ils ont dit, je dois répondre avec la loi. Parce que les obligations déontologiques ne sont pas aléatoires dans le domaine de la médecine comme les gens les croient. Les obligations déontologiques sont l'œuvre d'une loi en République démocratique du Congo. Donc pour juger les actions contraires à la déontologie en République démocratique du Congo, on doit interroger la loi pour dire est-ce que l'acte posé par l'autre est conforme à la loi? C'est la question qu'on se pose. C'est pourquoi quand on a dit que la violence, non. C'est là où je voulais réagir. Moi j'ai dit la violence conformément à la loi. Si elle doit constituer une cause suprême pour sauver un malade, l'article 33 et l'article 1er alinéa 3 nous soutient. Si abondamment. Si les médecins, s'il vous plaît, maître, résumez, vous avez une minute. Je suis en train de résumer, je suis en train de chiter. Je suis en train de chiter. Une minute. Je suis en train de chiter. Vis-à-vis de ses obligations, si un médecin ne remplit pas ses obligations, voilà ce qui arrive. S'il se soumet au caprice du malade, ici nous parlons de l'ostotanasie. L'ostotanasie peut te conduire à constituer l'infraction, te considérer comme responsable d'un meurtre ou d'une assistance à personne en danger. Donc devant un cas pareil, la personne doit agir. Je n'entre pas encore dans les débats en droit. Nous allons y revenir au moment opportun. Merci. D'accord, c'est bien noté.